Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez toujours bien. Donc, pour cette deuxième partie de notre journée pouce carré, en fait, on va voir les livres des éditions Fides et La Presse. Donc, on va surtout avoir des romans. Donc, chez Fides, on a beaucoup de romans d'aventure, peut-être avec des saveurs un peu science-fiction, un peu fantastique. Et on a aussi quelques documentaires, surtout avec les éditions La Presse. Et voilà, donc plein d'ouvrages là, pour intéresser les lecteurs au secondaire. Je vous ai mis là, pendant la pause, je vous ai mis dans le chat la bibliographie. Donc, ça fonctionne de la même manière que la bibliographie avec Michel Quintin. Et cette fois-ci, vous avez mentionné là, tantôt, là, je parlais des outils pédagogiques qui sont disponibles, dont on met le lien là, dans la bibliographie. Donc, cette fois-ci, vous en avez quelques exemples et je vous invite fortement à aller voir ça. Ça, c'est bon, je vais juste en mettre quelqu'un. OK. Oui, donc, éditions Fides. Fides et La Presse qu'on va voir là ensemble conjointement. Je vais commencer j'ai quelques documentaires à vous montrer, donc je vais commencer avec ça. Et après ça, là, on va aller du côté des romans là, pour la suite de la présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez questions, commentaires, m'interrompre ou d'écrire dans le chat. Je vais essayer de garder un œil là-dessus. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Chez Fides, on a quelques albums documentaires que je trouve vraiment chouettes. La première collection, c'est la collection Civilisation. Donc, c'est de Evelyne Ferron et Jordan Ménard. Donc, celui que j'ai sous les mains, c'est Histoire de construction et monuments incroyables. J'ai aussi Histoire d'invention épatante. Et il existe aussi, je ne les ai pas sous la main, mais je les ai mis dans la bibliographie. Il y a aussi un tome sur les moyens de transport et un tome sur les aliments, la nourriture. Donc, ce sont des documentaires des documentaires historiques évidemment, qui vont nous raconter l'évolution, si je peux dire, notre civilisation sous le regard d'un thème. Donc, par exemple, celui que j'ai sous les mains, c'est les constructions et monuments incroyables. Donc, on va avoir, en fait, au, euh, au début, on va avoir une ligne du temps à laquelle on peut se référer pendant notre lecture pour avoir un peu un ordre d'idée là, où est-ce qu'on se situe. Et chaque invention dans ce cas-ci, qui va être, pas invention, pardon, chaque construction ou monument qui va être évoqué dans ce cas-ci, euh, sont déployés sur la double page. Et à chaque fois, on est en ordre chronologique. Donc, on commence par les pyramides en Égypte. Et on va toujours avoir, sur la page de droite, on va avoir une petite bande dessinée qui, la plupart du temps, là, est une petite blague là, ou un petit punch là, qui va nous illustrer le monument qu'on va parler, mais aussi avec justement un petit ton humoristique. Donc, ici, on voit des extraterrestres là, qui vont nous dire nous n'avons pas eu le contrôle, ils sont trop forts, ces Égyptiens. C'est un peu une référence là, au fait que des fois, il y a des théories conspirationnistes comme quoi les pyramides auraient été construites par les extraterrestres. Donc, on rit un peu de ça. Et de l'autre côté, on va avoir la fiche vraiment informative, plus documentaire. On va toujours avoir une référence à notre ligne du temps. Donc, on est dans quelle période historique? Donc, ici, on va parler dans l'Antiquité, il y a plus de 4500 ans, pardon. On va avoir un petit texte informatif qui va faire un peu le tour d'horizon là, de ce monument-là. Donc, on va nous parler de, où est-ce qu'on trouve les pyramides, quand est-ce qu'on les a construits, qu'est-ce qu'on sait des méthodes de construction, des matériaux qui ont été utilisés, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on retient justement de l'héritage de ces pyramides-là. On va aussi avoir, par exemple, le Parthénon, c'est ici. On va aussi avoir la Grande Muraille de Chine, euh, le Taj Mahal, le Château de Versailles, la Tour Eiffel. Et on va aussi en avoir là,
des plus récents, des plus modernes et aussi des exemples canadiens donc, qui sont près de notre réalité. Par exemple, on va parler euh, de l'Habitat 67 à Montréal. Donc, on va avoir une page qui va nous en parler. Et à la toute fin, on a toujours une espèce de page récapitulative qui nous explique un peu l'importance de pourquoi est-ce que c'est important de savoir de savoir des choses sur ces monuments-là, de savoir comment est-ce qu'ils ont été construits, c'était quoi la symbolique derrière leur construction ou qu'est-ce qu'ils ont apporté à notre civilisation. Bref, ici, on nous explique un peu que les anciens monuments, ce sont des véritables machines à voyager dans le temps. Ça nous en apprend beaucoup sur le mode de vie des gens à cette époque-là, sur leurs croyances, sur les matériaux qui étaient à leur disposition. Et ça sert à beaucoup plus que seulement d'analyser le monument qui est devant nous. Et il y en a aussi un glossaire à la fin. Donc, à travers le texte, il y a des mots qui vont être en bleu. Et ces mots-là sont définis à la toute fin dans le glossaire. Donc, on peut s'y référer au cours de la lecture. On va avoir des mots comme ancêtre, architecture, civilisation, un, un dôme, qu'est-ce qu'un ingénieur, un maçon, par exemple. Donc, il y a des mots qui sont en lien avec ça pour développer notre vocabulaire. Et dans l'autre que j'ai sous la main, donc histoire d'invention, j'allais dire d'évasion, mais ce serait intéressant d'avoir une civilisation sur les évasions. Ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Idée pour le prochain tome, mais celui-ci, c'est sur les inventions. Et ce que je trouve intéressant, c'est dans celui-là, on va mentionner aussi, tu sais, des fois, il y a des inventions qu'on utilise encore de nos jours, qui ont été inventées des fois par accident. On va parler, par exemple, du post-it, là, la fameuse note autocollante, qui a été inventée totalement par accident, des fois, on va parler des inventions là, qui sont tellement utiles de nos jours qu'on ne s'imaginerait pas vivre sans. Par exemple, on va parler de l'invention des lunettes. Hein, c'est quand même une invention qui est très, très, très importante pour nous. On va en parler. Des fois, il y a des inventions qui ont été faites en observant la nature. Par exemple, on nous explique que les velcro, l'invention du velcro, ça s'est fait en observant la nature. Donc, je trouve que c'est intéressant de savoir aussi d'où viennent ces inventions-là. Puis que des fois, ça remonte à très, très, très longtemps. C'est quelque chose qu'on utilise encore de nos jours, qui nous sont vraiment essentielles. On va parler, par exemple, de la fermeture à glissière, le fameux zipper. Comment est-ce qu'on a inventé ça? Bon, que c'était utilisé là, dans l'armée américaine. Mais voilà, donc plein d'inventions comme ça qui vont nous être présentées, encore une fois, en ordre chronologique et sous le même concept. Je trouve que c'est des livres qui sont chouettes à feuilleter aussi. On n'est vraiment pas obligé de lire d'un bout à l'autre ou de lire dans l'ordre qui nous est présenté. On peut feuilleter pardon, un peu, puis dire ah, ben, le post-it, on dirait que ça m'intéresse d'en savoir un peu plus, de cibler l'information qui nous intéresse. Et des fois, là, c'est des bons livres pour intéresser comme ça. Des fois, les jeunes qui ont un peu plus de difficultés en lecture, ben, d'avoir des livres comme ça qui peuvent être lus de différentes manières, ça peut être motivant. Donc ça, c'est pour Civilisation. Je trouve que c'est une collection là, qui se prête là, assez bien là, aux plus jeunes aussi, là, 5e, 6e année, là, sans problème, là, même si je le suggère au secondaire. Des documentaires là, qui sont très simples, qui peuvent être pertinents là, pour n'importe quel curieux. Là. C'est tout à fait adapté là, aux plus jeunes. Les textes sont très simples, on fait vraiment un tour d'horizon. Et je dirais là, 5, 6e, secondaire 1, 2, 7e, 8e année, je pense que c'est le public cible. L'autre collection qui ressemble un peu à Civilisation, ça s'appelle La préhistoire du Québec. Puis là, vous me voyez avec ma pile de livres. Il y en a beaucoup. Il y en a en fait 6 tomes, mais il y en a un qui est différent pour être précis. Donc, c'est une collection, encore une fois, de documentaires illustrés où on va faire un tour d'horizon sur l'évolution des animaux au Québec. Donc, le premier tome, c'est Dinosaures et animaux disparus. Donc, on va parler là, vraiment là, des plus anciennes traces de vie qui ont été trouvées. On a aussi une ligne du temps, comme dans Civilisation, là, qu'on peut
utiliser comme référence là, au fil de la lecture. Cette fois-ci, on va avoir toutes les époques, là, le précambrien, le cambrien, etc., le Jurassique. Donc, c'est les divisions de la préhistoire, bref. Et ensuite, bon, je vous disais, là, on parle de la plus ancienne trace de vie qui a été recensée au Québec. Donc, on nous dit qu'il est dans une roche qu'on a trouvée. On va nous présenter aussi c'est quoi l'évolution, hein? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi ce concept-là? Et on retrouve là, le même, comme dans Civilisation, là, où on a une illustration qui prend toute la page. Puis une autre, sur l'autre page, on va avoir plus les informations documentaires. Il y en a toujours une petite capsule fait étonnant qui accompagne chaque, chaque page. Donc, par exemple, ici, c'est la page sur les pieuvres géantes qui ont vécu pendant l'Ordovicien il y a 470 millions d'années. Et on va avoir le petit encadré fait étonnant qui nous dit des cousins de ces animaux disparus vivent toujours. Ce sont les nautiles. Donc voilà, ce sont des animaux et dinosaures disparus et qui nous permettent là, de commencer cette espèce d'histoire-là de l'évolution. Dans le deuxième tome, j'ai pas mis dans le bon ordre. Je sais pas si, je pense que j'ai oublié de le mentionner, mais c'est de Patrick Couture et Martin PM. Dans le deuxième tome, on va parler des météorites, roches et fossiles. Dans le troisième tome, on parle de cataclysmes et changements climatiques. Dans le quatrième tome, on parle des extraordinaires créatures aquatiques. Dans le cinquième tome, on va parler des incroyables créatures terrestres. Et là, si vous suivez, dans le sixième tome, on va parler des fabuleuses créatures volantes. Ensuite, le sixième tome, il est un peu différent en fait. Il s'appelle Ton ancêtre est un poisson, la curieuse aventure de l'évolution humaine. Et on reprend vraiment le même concept, l'intérieur est assez semblable, mais cette fois-ci, au lieu d'être du côté là, des animaux, des végétaux et tout, on va vraiment être du côté de l'évolution humaine. Donc, comment est-ce que l'être humain est apparu sur Terre? Là, on n'est plus seulement au Québec, mais on va être vraiment dans l'histoire générale. Bon, comment est-ce qu'on a évolué, qu'on était réellement au début des poissons et que les poissons ont évolué pour bon, sortir de l'eau et devenir des mammifères et potentiellement des humains. Comment est-ce qu'on peut retracer cette histoire-là? Et en fait, chaque caractéristique des animaux, plus on évolue dans le temps, va être, rapprochée à un trait de l'humain. Donc, par exemple, on va nous expliquer pourquoi est-ce que nous, les humains, quand les humains sont enceintes, on a un placenta et non des œufs. Qu'est-ce qui explique cette évolution-là? Bon, mais ça répondait à un besoin, là, justement, de protéger les bébés qui étaient menacés par les prédateurs. Et on a évolué faire grandir les bébés à l'intérieur de nous pour plus de protection. Comment ça se fait aussi qu'on a un pouce? Par exemple, hein, le pouce qui peut avoir l'air étrange sur notre main, qui est complètement séparé des autres. On va nous raconter, justement, que les primates ont dû apprendre à grimper dans les arbres pour s'échapper de leurs prédateurs et que c'est beaucoup plus facile d'agripper quelque chose avec un pouce. Donc, de là, on a évolué pour avoir un pouce. Donc, par exemple, c'est la page que j'ai sous les yeux, là. On a raconté cette histoire-là avec l'illustration ici, qui est très drôle avec l'humain comme ça. Et on va parler aussi, bon, la découverte des outils, comment est-ce qu'on le fait qu'on soit devenu carnivore aussi a une grande influence sur notre capacité de survie, sur le développement aussi de notre dextérité, de l'évolution du cerveau aussi, comment est-ce que ça nous a permis justement d'être capable de faire du feu, puis ça a vraiment été l'élément déclencheur là, de l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et à la toute fin, on a encore une fois le glossaire, là, comme dans les autres tomes. Donc, voilà, je trouve que c'est un bon complément à la collection
où est-ce qu'on fait vraiment un tour d'horizon là, sur d'où est-ce qu'on vient. Je pense que ça l'explique plein de choses aussi. C'est intéressant de savoir. Tu sais, des fois, il y a de savoir que justement l'histoire du pouce, en tout cas, moi, je pense que moi, ça m'a vraiment fascinée. Euh, mais de comprendre justement d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, je pense que ça peut répondre à certaines questions, puis c'est une manière intéressante là, justement de se concevoir là, comme étant justement, comme ayant des ancêtres là, animaux, des poissons dans ce cas-ci. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc ça, c'était pour les documentaires des albums documentaires, donc pour 5, 6, 7, 8e année, donc début du secondaire, fin du primaire. J'ai quelques documentaires aussi pour les plus vieux, donc jusque plus vers la deuxième moitié du secondaire, si je peux dire. Le premier que j'ai sur la main, c'est un. En fait, j'ai le tome 2 sous la main, mais il y en a deux, les deux sont dans la bibliographie. Ça s'appelle Captive. Et celui-là, c'est le tome 2. Donc, Captive, crime réel et disparition mystérieuse au Québec. C'est en fait de Annie Lorrain et Michel Ouellette qui ont un balado qui porte le même nom, donc le balado Captive, dont vous avez probablement entendu parler, qui est assez populaire. C'est un balado de crime réel, donc de true crime, où on va discuter de crimes ou de disparitions mystérieuses qui ont eu lieu dans l'histoire du Québec. Et ils ont adapté certains épisodes du balado en livre, donc qui se découle sur 2 tomes. C'est une lecture qui est quand même assez importante. Là. C'est très dense, il y a beaucoup d'informations. C'est un documentaire ça se lit pas en une journée, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans, mais je pense que ça peut vraiment en intéresser plusieurs. Je pense que justement, là, il y a le true crime, comme on appelle, c'est très, très populaire chez les jeunes. C'est un type de lecture qui est différent aussi. Ça fait changement de lire un roman. Des fois, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des difficultés en lecture aussi, de voir qu'il n'y a pas juste des romans dans la vie, les documentaires, des biographies, tout ça, ça reste que c'est de la bonne lecture. Des fois, on peut peut-être les accrocher avec des livres qui changent un peu de forme. Et on a un avant-propos des autrices, je trouve, qui est très, très, très intéressant. Puis ça soulève la question aussi de le fait d'être fasciné par des histoires justement de crimes ou de disparitions qui sont réelles, hein, c'est ça le concept du true crime, ça a un peu, ça pose des questions éthiques aussi, hein, ça reste que c'est des réelles personnes et on peut se questionner sur, bon, est-ce que c'est moral ou non de voir ça comme du divertissement, puis je trouve que les autrices dans l'avant-propos aborde cette question-là d'une manière qui est super intéressante. Puis on va surtout mettre l'emphase sur le fait que toutes ces histoires-là, ça cache des enjeux de société, hein. Par exemple, on va parler de manque de ressources pour les hommes violents. On va parler de manque de ressources pour les personnes qui vivent avec des maladies mentales, pour les gens aussi qui sont proches aidants. Toutes le fait de raconter ces histoires-là, oui, on est un peu dans le sensationnalisme, on va parler de divertissement, mais c'est aussi une tentative de sensibiliser à ces réalités-là, de développer l'empathie, de développer du respect. Bref, une tentative de faire œuvre utile avec ces récits-là qui sont racontés dans Captive. Et on va avoir en tout, il me semble que c'est une dizaine. On a une table des matières, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une douzaine, pardon. Donc, il y a 12 cas de crimes réels et de disparitions non résolus qui sont mentionnés dans ce livre-là. Ils sont en ordre chronologique. Donc, la première se déroule dans les années 70. En 1972, on va parler de la disparition de la petite Chantal de Montgaillard. Donc, une jeune fille qui a disparu. Son père visitait un ami et avait laissé Chantal avec son petit frère jouer à l'extérieur. Il y avait une camionnette, là, comme on voyait sur l'illustration. Comme ça, ici, elle avait laissé les portes ouvertes, là, les avait laissés jouer comme ça. Et quand il est revenu, en fait, la petite avait disparu, puis elle n'a jamais été retrouvée. Et on va discuter un peu des différentes
opérations qui ont été mises en œuvre pour la retrouver, les différentes pistes euh, qu'on a, euh, qu'on a essayé pour la retrouver. Puis on va avoir des encadrés plus informatifs, si je peux dire, qui vont s'insérer dans le récit. Donc, par exemple, ici, on en a une qui va parler du traitement médiatique de ces cas-là, où ce que des fois, les journalistes vont un peu plus nuire au travail des policiers qu'autre chose. Par exemple, ici, on va dire que les journalistes ont fait beaucoup d'erreurs qu'on va qualifier de grossières en transmettant, en couvrant l'affaire. Par exemple, ils ont mal, le nom de famille de la petite fille disparue a mal été partagé, donc on l'a rebaptisé. Et ben, on me dit que ça peut paraître anodin, mais pour une question d'archives, après ça, quand on veut replonger, parce que le dossier a été réouvert là, en 2019, quand on veut replonger dans cette histoire-là, ben, ça apporte son lot de défis et ça retarde le travail des policiers. On va avoir d'autres encadrés, par exemple sur des statistiques de disparition au Québec. On va nous expliquer aussi le concept, là, quand on cherche quelqu'un, là, puis souvent, on va lui. Pas si on cherche quelqu'un, pardon, si on retrouve quelqu'un dont on ne sait pas l'identité, on va l'appeler Jane Doe. Quand c'est une femme, on va nous expliquer d'où ça vient, ce terme-là, pourquoi est-ce qu'on l'utilise. On va aussi avoir des encadrés sur l'évolution de la médecine, de la science médico-légale, pardon. Donc, il a permis là, de réouvrir certains dossiers qui avaient été non résolus dans les dernières années. Comment est-ce que ça l'a aidé à résoudre certains cas qui étaient résolus. On va parler de réseau aussi, Enfants Retour, par exemple, qui est un organisme qui permet qui donne en fait une visibilité aux enfants qui sont disparus. Donc, d'encadrés là, qui sont un peu plus théoriques, un peu plus explicatifs, mais je trouve qu'ils apportent justement beaucoup d'informations complémentaires qui permettent de mieux comprendre. On va avoir un encadré, par exemple, un que j'avais trouvé super pertinent, qui m'a appris plein de choses sur le rôle du coroner. Qu'est-ce qu'un coroner? Quel est son rôle? Quel est son métier? Donc, on cherche vraiment là, à informer le lecteur dans ce livre-là. J'ai vu qu'il y avait une question. Carole Lafontaine, est-ce qu'il y a plusieurs photos dans le livre? Non, il n'y a pas de photos. En fait, les seules photos qu'on trouve dans le livre, ce sont celles qui accompagnent les titres. Puis c'est pas des photos réelles, c'est vraiment juste une illustration qui va reprendre un élément important du récit. Donc celui que j'avais montré là, avec la camionnette, là, c'est pas la camionnette du récit de laquelle l'enfant aurait disparu, c'est vraiment juste une camionnette quelconque. Par exemple, il y en a un autre, je peux vous montrer ce que je veux dire. On va juste avoir, par exemple, une main qui écrit une lettre. Donc, il n'y a pas de photos à travers. Ce ne sont pas des photos des crimes ou des disparitions. C'est vraiment juste des images là, qui accompagnent. Par exemple, si on a une photo d'une station de métro. Donc, rien qui est en rapport avec ça. Puis, chaque cas, si je peux dire, est décrit à peu près sur une vingtaine de pages, peut-être trentaine de pages maximum dans certains cas, ce qui fait que la lecture est très bien séquencée. On peut aller voir ce qui nous intéresse, passer par-dessus ce qui ne nous intéresse pas. Ça permet de bien découper la lecture, puis ça peut permettre d'avoir aussi des objectifs plus atteignables pour avancer dans la lecture. Donc ça, c'était pour Captive, qui se découle en 2 tomes. L'autre documentaire que j'ai cette fois-ci, c'est aux éditions La Presse de Mathieu Dugas. Ça s'appelle Moteur de recherche. Des réponses fouillées à vos questions astucieuses. C'est une émission de radio que vous connaissez probablement qui s'appelle Moteur de recherche. On reprend le même concept là, avec le balado qui a été transposé en livre. Donc là, c'est le même concept. On reprend l'émission de radio sous la forme d'un livre. Et en fait, c'est vraiment un livre qui va répondre à toutes sortes de questions, vraiment des questions qu'on se pose dans la vie de tous les jours, puis qu'on n'a pas nécessairement la réponse, puis c'est pas des grandes questions scientifiques ou des grandes questions philosophiques, vraiment juste des questions de la vie de tous les jours qu'on peut se poser et qui nourrissent juste la curiosité de l'être humain. On va diviser le livre en thématiques. Donc, le premier chapitre, c'est le chapitre sur l'espace. Et on va nous présenter le titre du chapitre. Donc, le chapitre 1 qui est sur l'espace. Et on va ensuite avoir, avant de répondre aux questions, on va avoir comme une page qui
un peu propose des faits en rafale là, sur l'espace. Donc ici, on a bon, le Soleil, température en surface, environ 5500 degrés Celsius. Il fait 110 fois la taille de la Terre. 150 millions de kilomètres, c'est la distance qui sépare la Terre du Soleil. Donc, des faits intéressants en rafale comme ça. Et après ça, on va poser des questions qui vont être répondues sur des fois en une seule page, des fois en 5 pages. Donc, des fois, il va y avoir des informations, pas des informations, pardon, des questions qui vont être plus développées que d'autres. Et bon, je peux vous lire quelques exemples de questions pour que vous voyez là, qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, par exemple, on va poser la question, pourquoi est-ce qu'on cherche des exoplanètes si on ne peut pas s'y rendre? C'est vrai, dans le fond, à quoi ça sert? Et là, on va répondre, ce sont souvent des collaborateurs, donc des vrais spécialistes de ce domaine-là qui vont proposer leurs réponses de manière très bien vulgarisée, très accessible. C'est une lecture qui se fait super bien. Donc, on va nous répondre comme ça. Cette fois-ci, je pense que c'est sur 2 pages. Donc, ça, c'est la réponse. Par ça, on passe à une autre question sur le même thème. Donc, est-ce qu'un jour, allons-nous créer un jour une nouvelle colonie sur Mars? On va nous expliquer est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, pourquoi? Est-ce qu'il y a des océans ailleurs que sur la Terre? Pourquoi pourrait-on trouver de la vie dans notre système solaire? Donc, plein de questions comme ça. Et des fois, on va avoir des sections qui sont un peu sous la forme de quiz. Donc, ça, je trouve que c'est chouette. Ça va être des pages comme ça. On va nous poser une question. Donc, cette fois-ci, on va parler de l'astronome américaine Vera C. Rubin est une figure marquante de l'astronomie au 20e siècle. Ses travaux ont permis de mieux comprendre l'interaction entre la vitesse de la rotation des étoiles et une matière encore très mystérieuse de l'univers, la matière noire. Pionnière de sa science à bien des égards, elle a souvent fait l'objet de discrimination tout simplement parce qu'elle était une femme. Au milieu des années 60, alors que sa carrière était déjà florissante, on lui annonce qu'elle ne pourra pas réaliser de recherche à l'observatoire du mont Palomar dans le sud de la Californie. Quelle raison est alors évoquée? On a 4 choix de réponse. A. Le directeur de l'observatoire est un fondamentaliste chrétien qui croit que la place d'une femme est dans les cuisines. B. On a peur que le rayonnement émis par certains instruments de mesure nuise à la santé reproductive. C. L'observatoire ne dispose pas de salle de bain réservée aux femmes. Et D. L'équipe de Balmol de l'observatoire n'accepte pas les femmes. Et on a ensuite la réponse sur la prochaine page. Donc, on nous dit que la réponse était C. Il n'y avait pas de salle de bain réservée aux femmes dans l'observatoire. Puis on va avoir un petit paragraphe d'informations complémentaires. On a aussi un chapitre sur les animaux. On va poser des questions, par exemple, pourquoi est-ce que les chats aiment autant les boîtes? C'est intéressant. On nous explique comme ça pourquoi est-ce que les chats aiment autant les boîtes. On va aussi avoir une section sur les plantes, sur les humains, sur la technologie et le dernier chapitre est sur l'environnement. Le chapitre sur l'environnement, je l'ai trouvé super pertinent. Ça pose plein de questions qui vont définir des concepts qui sont un peu plus flous, un peu plus complexes dans les questions environnementales de manière très bien expliquée, très bien vulgarisée. On va nous expliquer c'est quoi l'empreinte carbone, hein? Un terme qu'on entend tellement souvent, qu'on voit partout, l'empreinte carbone, mais c'est quoi en fait? C'est quoi que ça veut dire? Comment est-ce qu'on calcule ça? Qu'est-ce que ça implique? J'ai trouvé que c'était extrêmement bien expliqué. On va répondre à la question aussi. Qu'est-ce qui est plus écologique? Acheter des vrais citrons puis en extraire le jus ou acheter du jus de citron en bouteille? On va décortiquer toute la question, on va parler vraiment, on va aller jusqu'à... faut prendre en compte le transport des fruits, il faut prendre en compte la bouteille du jus de citron. Donc, on va vraiment aller au cœur de la question. On va parler aussi, par exemple, des voitures électriques. Hein? Est-ce qu'une voiture électrique, c'est si écologique que ça? On va aussi parler, ce serait quoi, par exemple, le geste du quotidien le plus écologique? Quel geste est-ce qu'on devrait prioriser pour conserver l'environnement? Donc, on répond à plein de questions comme ça. Encore une fois, c'est le genre de livre où on va piger qu'est-ce qu'on a besoin, on va piger qu'est-ce qui nous intéresse.
Et c'est surtout, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est surtout le genre de livre qui prouve qu'il n'y a pas de questions niaiseuses dans la vie, hein. Des fois, on a peur de poser des questions, on se sent gêné de ne pas comprendre quelque chose. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que l'empreinte carbone, ben, je n'avais pas totalement saisi qu'est-ce que c'était. Puis peut-être que j'avais l'impression d'être un peu nounoun, de ne pas tout comprendre. Mais là, ça m'a permis de faire, OK, là, je comprends. Puis là, maintenant, je me sens comme plus à l'aise dans ce concept-là. C'est vraiment un livre super intéressant pour les curieux, pour ceux qui aiment apprendre. Puis je pense que ça peut vraiment en intéresser plusieurs. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses à travers ma lecture. Et c'est le genre de livre qui se lit bien quand on a envie de décrocher un peu, encore une fois, d'une lecture, par exemple, d'un roman. On peut juste aller, littéralement, juste prendre une page au hasard. Puis là, bon, la page au hasard que j'ai eue, c'est est-ce qu'on pourrait se nourrir davantage de fruits urbains en plantant plus d'essences fruitières dans nos villes? Puis on va nous expliquer est-ce que ça serait réaliste de penser qu'on pourrait peupler la ville de Montréal, par exemple, de différents arbres fruitiers. Donc, on apprend vraiment plein de choses, là. Ça prouve aussi là, que peu importe notre âge, là, c'est le genre de livre là, qui est pas, c'est pas une œuvre de littérature jeunesse précis, là, c'est un livre qui est grand public, mais qui est tout à fait adapté aux plus jeunes, donc de montrer que peu importe notre âge aussi, on peut en apprendre. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là. Je vais passer du côté des romans maintenant. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Si vous avez des questions sur mes documentaires, gênez-vous pas. J'allais vérifier dans le chat pour être sûr qu'il n'y avait pas de questions. Ok, c'est bon. Oui, donc je vais aller du côté de mes romans. On a, comme je disais au début de la présentation, chez Fides, on a beaucoup de romans d'aventure, science-fiction, fantastique, on a un peu d'horreur. Et souvent, on a des trilogies aussi, donc ça, c'est chouette. Et la plupart des trilogies que je vais vous montrer aujourd'hui sont complètes. Donc, les trois tomes sont déjà parus. Donc, ça, c'est chouette aussi si vous êtes comme moi et que dès que vous finissez un livre, vous tout de suite vous plonger dans le deuxième tome pour savoir ce qui va se passer. La première série que j'ai à peu près classée en ordre de euh, difficulté de lecture, donc du plus facile au début jusqu'au plus vieux à peu près, donc pour vous donner une idée. La première série que j'ai à vous montrer, c'est de Audrey Archambault. Ça s'appelle Eléalix. C'est une trilogie, donc trois tomes. Et en fait, ce sont des romans dont tu es le héros. Pas tout le long, là, mais on a quand même là, ce concept-là qui va être repris. On a le premier tome qui s'appelle La Cité disparue. On va faire la connaissance de nos trois personnages principaux. On a Maëla Rose, pardon, qui entre au secondaire au début du premier tome. En fait, on est pendant l'été. Donc, l'été entre juste avant qu'elle entre au secondaire. Elle est très sportive. C'est une championne de parcours de ninja. Ça fait plusieurs étés qu'elle passe au camp Cité Sauvage, donc qui est un camp de jour. Un camp de jour, en fait, un camp de vacances. Là, ils vont passer là, plusieurs semaines là. Et cette année, elle amène avec elle sa meilleure amie Naomi. Naomi, elle, qui adore la forêt, le plein air, qui a beaucoup de connaissances aussi sur les plantes, sur les arbres. Et elle doit aussi amener un peu à son, elle n'est pas super contente, mais elle amène aussi avec elle sa petite cousine Juliette, qui est beaucoup plus jeune que Maëla Rose et Naomi. Au début, Maëla Rose n'est pas super enthousiaste à l'idée de devoir traîner, entre guillemets, sa petite cousine avec elle. Mais elles vont là, développer une amitié là, au courant là, de l'histoire, puis elle va se rendre compte que finalement, elles ont beaucoup en commun. Et Juliette, c'est un personnage qui est très inspirant. En fait, elle a il lui manque il lui manque une jambe, elle a une prothèse à la place d'une jambe, mais elle est vraiment pas le genre de personne qui se fait arrêter par son handicap. Elle veut vraiment dépasser ses limites, prouver aux autres qu'elle est capable de tout faire malgré son handicap. C'est un personnage qui est très inspirant. Donc, les trois jeunes filles vont se retrouver au camp Cité Sauvage. Et Maëla Rose, elle, comme je vous dis, ça fait plusieurs années qu'elle passe dans ce camp-là. Et elle a toujours été intriguée par la bibliothèque du camp. La bibliothèque qui est comme dans un ancien cabanon un peu très vieux, très délabré. Elle a un peu été abandonnée. Il n'y a personne qui utilise vraiment la bibliothèque. Même Maëla Rose, elle aime bien aller s'y promener.
Elle est très curieuse, puis elle trouve qu'il y a une espèce d'aura assez mystérieux, presque magique, autour de cet endroit-là. Elle va amener là, sa cousine et sa meilleure amie, dans la bibliothèque et ils vont trouver un vieux livre qui est le livre d'Éléalix. Dans le livre d'Éléalix, on va raconter une malédiction. Je vais vous lire en fait ce passage-là. Je peux peut-être, là, vu que j'ai ouvert le livre, ça me fait penser, je peux peut-être vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Le format de l'écriture. Donc, je vous disais que c'est un livre dont vous êtes le héros. Il y a quand même un grand tronc commun au début, où est-ce qu'on va tous lire la même introduction, la même situation initiale. Donc, ce bout-là, avec Maëla Rose qui va visiter la bibliothèque, ça fait partie du tronc commun. Et l'élément déclencheur, ça va être la découverte de ce livre-là. Ce livre-là présente la malédiction de Miyanama, qui va nous être reproduite là, un peu avec justement cet aspect-là, un peu vieux parchemin, mystérieux. Je vais vous en faire la lecture là, pour que vous compreniez un peu là, l'élément déclencheur du récit. Donc, il était une fois un roi qui régnait du haut du ciel sur le royaume d'Éléalix. Une modeste communauté vivait en accord avec la nature, veillant sur les Tutuchus, créatures mi-tortues, mi-oiseaux. On les voit sur la couverture, là, ces Tutuchus-là. Donc, ce sont des oiseaux avec une carapace de tortue. Le jour de ses 16 ans, la fille du roi devait affronter de périlleuses épreuves afin de prouver son courage et ainsi accéder au trône. Si la princesse échouait, la couronne serait remise à l'un de ses cousins, le prince Xissi. Une cité secrète contenant de dangereux pièges fut creusée à même la pierre au centre de la forêt sauvage d'Éléalix. Elle ne se révélait que les soirs de corps de lune, lorsque le ciel parfaitement dégagé se trouvait illuminé d'aurores boréales. Pour s'assurer que les mortels ne puissent y accéder, bêtes affamées, passages labyrinthiques, fruits violacés, gorgés de poison et autres stratagèmes furent mis en place. Forte et courageuse, Miyanama déjoua les pièges et remporta toutes les épreuves. Toutefois, un test ultime l'attendait à la sortie de la cité. Au centre d'une pièce, 2 consoles présentaient chacune un objet de grande valeur et la princesse ne pouvait en choisir qu'un seul. Ainsi, elle devait choisir entre la couronne du royaume d'Élialix, lui assurant le trône, et une énorme corbeille remplie de vivres, médicaments et d'écus d'or, garantissant le bien-être du peuple d'Élialix. Tenant plus au bonheur des habitants qu'à son titre de reine, Miyanama décida de rapporter la corbeille. À son retour, le prince Xissi fut couronné roi. Celui-ci força la princesse à lui remettre les vivres destinés au peuple. Assoiffé de pouvoir, il souhaitait exploiter les Tutuchus et expulser les habitants d'Élialix pour élargir son territoire de chasse. Miyanama s'empressa d'alerter le peuple et lui offrit l'un de ses précieux bijoux pour se faire pardonner. La communauté déserta Élialix à l'aube, dissimulant les Tutuchus dans un endroit dont personne d'autre ne connaissait l'existence. Pour punir Miyanama, le roi Xissi la condamna à être malheureuse pour l'éternité. D'épais nuages gris recouvrirent alors le ciel. Depuis ce jour, on dit que la princesse pleure au-dessus du royaume d'Éléalix. Quant aux Tutuchus, certains croient que des indices dissimulés dans la cité permettraient de les retrouver. Et là, évidemment, on nous raconte dans la légende que les portes d'Éléalix s'ouvrent un soir de quart de lune, dans un ciel parfaitement dégagé, où il y a des aurores boréales. Et devinez quoi? Ce soir-là répond à toutes ces conditions, bien évidemment. Et là, les 3 jeunes filles vont se donner comme mission de trouver les portes d'Éléalix. Elles sont convaincues que la forêt qui héberge le camp Cité Sauvage était autrefois le royaume d'Éléalix et ils veulent retrouver les portes d'Éléalix, retrouver les Tutuchus et sauver les Tutuchus. Elles vont donc s'enfuir pendant la nuit de leur dortoir et elles vont se mettre à parcourir la forêt pour essayer de trouver les portes d'Éléalix. Et c'est là qu'on va commencer à voir le concept là, du roman dont tu es le héros. Donc, le premier choix qu'elles doivent faire, est-ce qu'elles veulent prendre le chemin de la rivière ou le chemin de la grotte? Et c'est ce premier choix que le lecteur-là doit faire. Donc, on nous dit, là, par exemple, bon, si Maëla Rose, Naomi et Juliette prennent le chemin de la grotte, rends-toi au chapitre 15. Et si ils passent plutôt par le chemin de la rivière, rends-toi au chapitre 30. Et ça va comme ça, là, vraiment, comme ce que vous connaissez là, d'un roman dont tu es le héros.
Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est pas, ce ne sont pas tous les chemins qui mènent à la découverte des portes des Léalix. Parfois, on va arriver, on va faire des choix et on va arriver, ça va se solder par un échec. On ne va pas être capable de trouver les portes, mais on va inviter le lecteur à recommencer, à faire d'autres choix, à faire d'autres essais pour arriver à trouver les portes des Léalix. Ça, c'est pour le premier tome. Dans le deuxième tome, on a trouvé les portes, évidemment, et cette fois-ci, on va essayer de trouver les Tutuchus. Et dans le troisième tome, cette fois-ci, on va avoir trouvé les Tutuchus et maintenant, on va essayer de les sauver. Donc, on a vraiment un récit qui se découle, qui est très, très séquencé là, et qui donne envie là, justement de poursuivre notre lecture parce qu'on finit le premier tome, on a seulement trouvé les portes. On sait qu'Alex existe, mais toute l'action ne s'est pas encore déroulée. Donc, évidemment, on a envie de poursuivre notre lecture. Je pense que le suspense qui est laissé à la fin de chaque tome est très efficace. Ça nous permet vraiment de piquer la curiosité du lecteur pour l'inciter à choisir. Et voilà, donc je trouve que c'est une série d'aventures qui est vraiment intéressante. Puis le fait d'impliquer le lecteur dans les choix, je trouve que c'est chouette. Ça permet là, des fois de tester aussi différentes combinaisons. Moi, j'ai bien aimé me prêter au jeu, puis justement voir les différents chemins, voir les différentes embûches qu'on rencontrait, aux différentes lectures. Ça donne lieu à des discussions qui sont intéressantes aussi si on lit en groupe, de voir ah, moi, je suis passée par cette épreuve-là, ah, moi, vas-tu, c'était plutôt autre chose. Je trouve que c'est chouette. Et pour des fois les lecteurs qui ont un peu plus de difficultés, le fait d'être impliqué dans la trame narrative, c'est motivant. Puis ça permet aussi de dire, tu n'as pas à lire le roman au complet. On fait des choix, donc ça fait qu'on ne lit pas chaque page du roman. Ça peut peut-être paraître plus accessible, plus atteignable aussi comme objectif. Je suis sûre que ça peut en motiver certains, le fait qu'on n'aura pas à lire tout ça parce qu'on fait notre chemin. Et c'est pas tous les chapitres qui vont être pertinents pour le cours du récit qu'on choisit. Donc, voilà pour Ellie et Alex. La prochaine série, c'est plus une collection, je dirais. Là. Ce sont tous plusieurs livres qui sont parus là, dans cette collection-là, mais qui sont tous indépendants les uns des autres. Là. Donc, on peut les lire dans l'ordre et dans le désordre. Il n'y a vraiment aucun lien là, entre les histoires. Ça s'appelle Enquête de peur. De celui-là est de Maud Alexandre. Donc, ce sont des petits romans. Je dis petits romans, là, ce sont des petites plaquettes là, qui font environ 100 pages. Celui-là fait 107 pages là, pour vous donner une idée. Et ce sont des romans d'horreur et policiers. Donc, il va toujours avoir ces deux genres-là, si je peux dire, qui cohabitent. Dans celui-là, Enquête de peur, le fantôme bleu, on va avoir, je vais peut-être vous montrer l'intérieur, là, mais ça ressemble beaucoup à Ellie Alex là, en termes d'espacement là, des mots et tout, des phrases aussi. Dans celui-là, on va avoir le personnage principal qui s'appelle Emma. Emma elle travaille dans une boutique de cristaux avec la propriétaire s'appelle Gisèle et Emma et Gisèle sont très proches l'une de l'autre. Gisèle est une dame plus âgée, mais que Emma aime bien le considérer comme une figure maternelle. Emma, elle a une meilleure amie. Sa meilleure amie, elle travaille, elle, pendant l'été, elle garde ses voisins. Donc, ses voisins qui ont deux jeunes filles là, qu'elle garde pendant la journée. Mais pendant 2 semaines, elle a un camp sportif là, qu'elle doit assister. Donc, elle a 2 semaines qu'elle ne peut pas garder. Elle va demander à Emma si elle peut prendre le relais pendant ces 2 semaines-là. Emma, ça lui tente vraiment pas de garder des enfants. C'est pas ça qui l'intéresse. Elle a son travail dans la boutique de cristaux. Elle aime ça. Puis elle n'a pas vraiment envie. Mais bon, c'est sa meilleure amie, elle va lui rendre service, donc elle accepte. Emma va arriver dans la maison et elle va tout de suite remarquer que les deux jeunes filles ont des comportements assez étranges. On dirait qu'elles parlent des fois dans le vide. C'est aussi une très vieille maison, donc les portes claquent, on entend le vent à travers les planches, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche au grenier. Donc c'est comme une ambiance assez étrange.
Elle va en fait se rendre compte que les deux jeunes filles jouent avec un petit garçon qui n'existe pas. Donc, c'est le fantôme bleu, le fameux fantôme bleu du titre. Et évidemment, Emma travaille dans une boutique de cristaux. Gisèle, elle est très intéressée par tout ce qui est justement là, fantôme, tout ça. Et elle va partager cette histoire-là avec Gisèle qui va lui dire que ce petit garçon-là est probablement un fantôme qui est resté coincé dans notre monde et qui a besoin là, qu'on l'aide là, pour atteindre l'au-delà, si je peux dire. Elles vont trouver que ce fantôme-là est attaché pardon, à une petite bille. Une bille qu'elle voyait souvent rouler toute seule là, sur le plancher de la maison. Et en faisant des recherches, elles vont trouver, en faisant des recherches un peu dans les arbres généalogiques, les archives de la ville et tout, elles vont trouver que ce petit garçon-là était ami avec la voisine d'en face. La voisine d'en face, qui est une dame très âgée qui souffre de démence et qui vient tout juste de déménager dans le CHSLD. Et sa santé est très, très, très fragile. Elles vont contacter cette dame-là par le biais là, de ses sœurs qu'elles vont trouver. Et en fait, elles vont se rendre compte que cette dame-là, quand elle était plus jeune, elle s'était faite voler à l'école une de ses billes, qui était sa bille, elle avait une collection de billes, c'était sa bille préférée. Et elle se l'était faite voler là, par des autres, des camarades de classe. Et notre petit garçon, qui est le fantôme, avait retrouvé l'abeille et voulait aller lui porter pour qu'elle puisse la récupérer. Et pour passer de chez lui à chez la jeune fille, il devait traverser, c'était pendant l'hiver, il devait traverser un lac gelé. Et malheureusement, la glace n'était pas assez solide et il s'est noyé dans le lac. Il n'a jamais pu rapporter l'abeille à son ami. Et c'est ça un peu qui a fait en sorte qu'il est coincé dans le monde réel. Donc, quand Emma va redonner la bille à cette vieille dame-là, ça va un peu libérer le fantôme du jeune garçon qui va pouvoir euh, partir en paix, si je peux dire, et on peut s'imaginer là, qu'ils vont se retrouver, là, elle et le fantôme. Donc, ce sont des histoires d'horreur, mais qui ont souvent justement bon, j'allais dire une explication logique. Après, on peut débattre si on y croit, si on n'y croit pas, mais on n'est pas dans l'horreur extrême, là, où est-ce on s'adresse à un public plus vieux, on va avoir des thématiques qui sont plus dures, qui sont plus crues. On est vraiment là, dans l'initiation, si je peux dire, au genre de l'horreur dans cette collection-là. Donc, ça pour les plus jeunes. Ou si vous en avez qui sont un peu plus réticents, qui veulent peut-être se lancer dans le genre, mais qui ne savent pas trop, je pense que ça peut être des bonnes suggestions pour s'initier au genre avec Enquête de peur. La prochaine série que je vais vous présenter, c'est encore une fois une trilogie qui est complète. On s'adresse vraiment au même public que dans Elle et Alix. C'est la série Anya de Sarah Degons. Et le premier tome, pardon, s'appelle La montagne d'ébène. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est vraiment pareil que dans Elle et Alix. On est 100% dans le même public cible. On est dans un univers vraiment fantastique avec Anya. On va avoir le personnage principal qui est un jeune garçon qui s'appelle Laurence. Et Laurence, il se rend dans je vous raconte la prémisse, puis je me rends compte que c'est pas mal la même prémisse qu'avec Ellie Alex, mais se rend dans un camp de vacances pendant l'été, un camp sportif cette fois-ci. Donc, il fait partie d'une équipe de basketball. Et ils ont bientôt un grand championnat qui s'amène. Et l'équipe a décidé de s'inscrire dans un camp d'entraînement pour se perfectionner en vue de cette compétition-là. Ce camp-là se déroule dans les bois, dans un chalet, le chalet qui s'appelle le chalet des dragons. Et évidemment, là, les moniteurs, les coachs se mettent vraiment là, mettent vraiment l'ambiance. Donc, le soir, on raconte des légendes autour du feu par rapport justement aux fameux dragons qui donneraient leur nom au chalet. Et tout ça pique vraiment la curiosité de Laurence. Il y a une des légendes qui est racontée par leur coach qui dit que il fut un temps très lointain où les dragons et les humains cohabitaient en harmonie. Mais un jour, les dragons ont disparu, vraiment du jour au lendemain.
Et ils ont entraîné avec eux un type de fleur qui était reconnu pour pouvoir tout guérir, donner une longue vie en santé, heureuse. Et en fait, le seul vestige qui reste de cette disparition-là, donc des dragons et des fleurs, c'est une plume qui agirait un peu comme passage entre le monde des humains et le monde des dragons qui sont maintenant séparés l'un de l'autre. Et, Laurence va être intriguée par le chat de la propriétaire du chalet qui le suit constamment. Vraiment, là, le chat l'adore. Il est toujours en train de le suivre. Puis Laurence, lui, il n'aime pas vraiment les chats. Il trouve ça gossant. Puis il est étonné que le chat le suive partout. Il va même, là, la nuit, il va à côté de son lit, puis il miaule pour le réveiller, puis il se frotte sur lui. Vraiment, là, il trouve ça dérangeant. Il va finir par le suivre pendant la nuit. Il se dit, bon, le chat veut me montrer quelque chose, puis au moment donné, et si je le suis, il va se tanner, là, au final. Le chat va l'amener dans la bibliothèque, et c'est là qu'il va voir, sur une tablette de la bibliothèque, une plume, comme dans la légende, mais qui a comme une lumière verte qui émane de la plume. Le chat va vraiment l'inciter à prendre la plume entre ses mains. Et quand il va toucher à la plume, il va être transporté dans une forêt, dans le monde Anya, donc le titre de la série. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une dragonne, en fait, qui s'appelle Kalia. Kalia, qui est la fille de la chef des dragons. Donc, sa mère est chef des dragons. Et elle va un peu l'initier à ce monde-là, lui confirmer que la légende disait vrai, que les dragons ont disparu parce que les humains ont abusé de cette fleur-là et de ses pouvoirs. Donc, les dragons ont préféré quitter le monde des humains, entraîner avec eux cette fleur magique-là pour pas qu'ils la détruisent complètement. Et elle va raconter aussi qu'il y a un humain qui grandit dans le monde des dragons. Cet humain-là s'appelle Tarkorus, qui est arrivé là, dans le monde un peu comme Laurence, là, comme ça, du jour au lendemain, est arrivé dans le monde. Et la famille de Kalia l'a pris sous son aile, s'est occupée de cet humain-là, qui était un enfant. Euh, et ça a créé beaucoup de tensions dans le monde des dragons parce que le frère de la mère de Kalia, donc son oncle, lui, n'était pas d'accord avec le fait qu'on intègre un humain dans le monde des dragons à cause de tout ce qui s'est passé là, avec les humains auparavant. Et ça a créé vraiment une grosse chicane qui a fait en sorte que son l'oncle a été chassé du camp parce que, bon, ça créait trop de conflits. Et il s'est réfugié dans la montagne d'Ébène, titre du premier tome. Et toute sa colère s'est transformée en magie noire, là, tellement il y avait beaucoup de colère en lui. Là, ça s'est transformé en magie noire. Et là, il y a une prophétie, une malédiction, si je peux dire, qui s'abat sur le royaume et qui répand de plus en plus la magie noire depuis ce temps-là. Et la prophétie dit qu'elle s'abat en premier sur celui qui perd espoir. Et c'est là qu'on va se rendre compte que Tarkorus, l'humain là, qui a été intégré dans le clan des dragons, est disparu parce que, bon, ça faisait des années et des années qu'il attendait le retour de sa bien-aimée qui s'appelle Charlie. Et bon, qu'il a perdu espoir, qu'il a disparu. Et là, on se rend compte que la malédiction est en train de s'abattre sur lui, donc celui qui perd espoir, et qu'il probablement là, bientôt va être envahi par la magie noire et que là, la malédiction va se répandre de plus en plus dans le royaume. Je vous le raconte vite là, parce que le temps file, puis je vais essayer de vous en présenter le plus possible. Mais à travers une série de péripéties, une série d'aventures, Laurence va réussir à retrouver Tarkorus. Laurence est le seul qui peut se rendre sur la montagne d'Ébène parce que tous les dragons sont interdits de s'y rendre parce que à cause de la magie noire de l'oncle de Kalia, donc il est trop puissante. Donc Laurence est un peu l'élu, si je peux dire, qui est le seul qui peut aller retrouver Tarkorus sur la montagne d'Ébène. Et en fait, il va se rendre compte que la bien-aimée de Tarkorus, Charlie, il s'agit de la propriétaire du chalet. Où est-ce qu'il s'est rendu avec son équipe de basketball. Donc, va réussir à le ramener grâce à la plume, à le ramener à sa bien-aimée et à contrer, si je peux dire, les effets de la malédiction. Et à la fin du premier tome, on assiste à une cérémonie de passage à l'âge adulte que Kalia est en âge là, de, de, de recevoir. Et dans cette cérémonie-là, en fait, les fleurs magiques là, que je vous parlais au début, elles vont révéler
chaque dragon a une âme jumelle qu'on appelle. Et c'est quelqu'un là, sur qui il peut compter, là, vraiment un allié. Et pendant la cérémonie de Kalia, en fait, c'est Laurence qui va être choisie comme âme jumelle pour Kalia. Et c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il a été choisi par la prophétie, pourquoi est-ce que c'est lui l'élu. Et qui va pouvoir aider Kalia dans les prochaines aventures. Dans le deuxième tome, en fait, on va avoir d'autres aventures avec l'oncle de Kalia. Donc, on doit justement essayer de le sauver lui, maintenant qu'on a pu sauver Tartarus. Et dans le troisième tome, le clan des dragons, cette fois-ci, on va parler un peu de la succession de Kalia qui va éventuellement devenir chef et tout ce que ça l'amène là, comme lot de péripéties, lot de questionnements. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de Anya. Il y a aussi tout un message à travers justement le monde des dragons, les fleurs magiques qui ont été sauvées des humains. Il y a toutes ces questions environnementales-là qui sont mentionnées, d'équilibre des écosystèmes, de l'impact des gestes humains sur les écosystèmes qui est abordé à travers cet univers fantastique-là. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série fantastique d'aventure. Je suis sûre que ça peut plaire à plusieurs. La prochaine trilogie, encore une trilogie que j'ai à vous présenter. Là, je dirais qu'on s'en va encore vers un public un petit peu plus vieux. C'est une série de J.L. Blanchard qui s'appelle Zippolaris. Le premier tome qui est La Nuit des Morlous. Là, on est plus du côté on tend plus vers l'horreur. Donc, on est du côté fantastique. Il y a quelque chose de la science-fiction, mais on tend plus vers l'horreur que vers l'aventure, si je peux dire. Donc, dans le premier tome, en fait, on a notre personnage principal qui s'appelle Nathan. Nathan c'est une journée normale pour Nathan, va retourner chez lui après l'école et retrouver la cuisine de sa maison absolument saccagée. Il y a de la nourriture partout. C'est le bordel. Et il va trouver dans son frigidaire 3 petites bestioles qui sont, on nous les décrit, je vais vous lire l'extrait. Je vois 3 étranges bestioles à peu près de la taille d'une marmotte. 3 petits êtres bizarroïdes avec un corps qui ressemble à la courge musquée que ma mère laisse mûrir sur le comptoir. Leurs bras et leurs jambes sont minuscules. Leur peau est toute blanche, sans un seul poil, sauf l'espèce de chevelure verte qu'ils ont sur la tête et qui ressemble aux feuilles d'un ananas. Leur nez est presque inexistant. En revanche, leur bouche est énorme et leurs grands yeux noirs pointent droit vers moi. Autour d'eux, des emballages déchirés, des pots vides, une carcasse de poulet cuit, des pleurs d'oignons, ils ont tout bouffé. Donc, ces espèces de petits êtres étranges-là, on va apprendre que ce sont les hippoïdes. Et les hippoïdes, ils viennent en fait d'un univers parallèle qui s'appelle Zippolaris. Et bon, on va apprendre là, que Zippolaris fait partie, en fait, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension Z, donc qui correspond au monde de Zippolaris, et il y a la dimension H, qui correspond au monde des humains. Et il y a un cours d'eau qui est près de la maison de Nathan, qui est un lieu de passage entre dimensions qui s'ouvre les soirs de pleine lune. Et les hippoïdes vont faire comprendre à Nathan qu'ils sont gentils, en fait, que ce sont des créatures qui sont gentilles, qui sont de son côté, et qu'ils ont besoin de son aide parce qu'ils sont, en fait, ils sont menacés, ils sont pourchassés par les morlous. Les morlous qui peuplent la dimension Z et qui sont en fait des sortes de morts vivants, si je peux dire, et qui se nourrissent des hippolaris, pas des hippolaris, pardon, des hippoïdes, qui font une espèce de sérum qui leur permet de rester en vie. Et bon, ils sont en grave danger et ils ont besoin de Nathan pour les sauver. Évidemment, Nathan ne sait pas pourquoi c'est lui l'élu. Ça va être un des enjeux de la trilogie. Et il va en fait se rendre là, à Zippolaris pour essayer de contrer l'action des Morlous. Ces Morlous-là qui sont vraiment là, des créatures très, très horrifiques, on est vraiment 100% dans l'horreur là, avec les Morlous. Et voilà, on va en fait suivre ces aventures-là de ce côté-là. Va se faire kidnapper par les Morlous, va se faire vendre comme esclave à travers les Morlous, va réussir à s'échapper.
Et il va surtout essayer de comprendre justement pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi, pourquoi, quel est son lien avec les Zippoïdes, pourquoi est-ce qu'il peut les aider. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'avec Zippolaris, donc on a la trilogie originale, si je peux dire, donc ouais, dans ce sens-là, les trois premiers tomes. Et on a aussi Dimension Z. Dimension Z qui se décline en deux tomes ici. Et cette histoire-là se déroule 3 ans plus tard, donc 3 ans après la fin du troisième tome. Et on va faire un peu... en fait, c'est vraiment là qu'on va comprendre pourquoi est-ce que Nathan a été choisi comme élu. On va retracer l'histoire familiale de Nathan. On va comprendre certaines choses, certaines choses. Donc, c'est vraiment comme une série complémentaire à Zippolaris et c'est surtout euh, pour un public un peu plus vieux. Donc ça, c'est ça que je trouve qui est chouette, c'est qu'on a lu Zippolaris, on a acquis des capacités de lecteur, on est devenu plus vieux, on a plus de maturité, et là, on peut se plonger, on peut continuer notre découverte de ce monde-là, mais avec des romans qui sont adaptés aux plus vieux, aux meilleurs lecteurs, et continuer quand même à rester dans cet univers-là si on l'a beaucoup aimé. Donc, je trouve que c'est chouette qu'on ait une suite, justement, qui a été pensée pour les lecteurs plus vieux, pour poursuivre, puis qui offre beaucoup de réponses, justement, qui restent avec la lecture de Zippolaris. Donc, je trouve que c'est vraiment un chouette ajout. Je vais prendre quelques gorgées. Il me reste à peu près 10 minutes. Je vais vous proposer une série qui s'adresse vraiment plus aux plus vieux. Là. C'est une collection, pas une collection, pardon, une série qui est un peu plus complexe, qui est plus longue. Donc, c'est un récit qui est un peu plus difficile à lire. Donc, je le suggérerais pour 4 5e secondaire, 11 12e année. Euh, 10, 11, 12e année, je dirais. Donc, oui, c'est une série de Patrick Couture qui s'appelle Origine. Le tome 1, c'est L'inconnu du désert et le tome 2, c'est L'assassin de Dallas. Là, on est vraiment dans la science-fiction. Je vais vous montrer l'intérieur, là, quand je dis là, que c'est pour un public plus vieux. On est vraiment comme dans un livre là, public général, là, dans le sens que on a une mise en page qui est plus serrée. On a des romans qui ont plus de pages aussi, donc une lecture, bref, qui est plus, qui prend qui nécessitent certaines capacités en lecture là, qui sont plus poussées, disons. Donc, dans Origine, on a notre personnage principal qui s'appelle Sarah, Sarah qui a 15 ans, qui habite aux États-Unis, dans le désert du Texas. Elle a été adoptée alors qu'elle était bébé, ne connaît pas ses parents, ne sait pas d'où elle vient, ne connaît pas ses origines. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle parle français, mais elle ne sait pas d'où elle connaît le français. Elle vit beaucoup d'intimidation à l'école, elle n'a pas vraiment de groupe d'amis. Euh, son, euh, son havre de paix, si je peux dire, c'est le désert. Derrière, son père adoptif a un restaurant qui est sur le bord de l'autoroute. Et derrière ce restaurant-là, c'est vraiment le désert à perte de vue. Et Sarah adore aller se promener là. C'est vraiment son havre de paix. Elle s'y sent bien. Elle a l'espace pour réfléchir. Elle aime beaucoup aller se promener là après l'école. Une journée, elle fait sa promenade comme d'habitude et elle va tomber sur un homme blessé dans le désert, visiblement déshydraté, il fait un coup de chaleur, il est blessé. Euh, Elle va appeler les secours, évidemment. Cet homme-là va être amené à l'hôpital. Et quelques jours plus tard, Sarah va vouloir avoir des nouvelles de cet homme-là, être certain qu'il s'en est sorti. Elle va être inquiète pour lui. Elle va se rendre à l'hôpital et bon, l'homme s'est réveillé, l'homme est en train de guérir et ils vont apprendre à se connaître en fait. Et l'homme va se rendre compte qu'il est très, très, très confus. Il n'a aucune idée qui il est, d'où il vient, où il est et il parle français lui aussi. C'est la seule langue qu'il comprend. Il comprend le français.
mais il a l'impression aussi que tout autour de lui est comme dépassé. Et on commence à comprendre, en fait, on n'a pas d'indices, on a des indices temporels, on n'a pas on nous dit pas nous sommes dans l'année quelque chose. On a des indices temporels qui nous font de plus en plus comprendre qu'on est peut-être dans les années 50, dans les années 60. On va parler de télé en noir et blanc. On va parler d'Elvis Presley, qui est l'idole de l'heure. On va parler de l'URSS. Donc, on comprend qu'on se situe à peu près dans ces années-là. Et cet inconnu du désert-là est vraiment confus par ça. Lui, il n'y a aucune de ces références culturelles-là qui fait du sens pour lui. La langue qui est parlée aussi dans cette ville-là ne fait aucun sens pour lui. Sarah, elle va proposer à son père adoptif d'engager cet homme-là dans leur restaurant le temps qu'il retrouve la mémoire. Elle propose en fait que, bon, justement, ça lui donne un travail, ça lui donne un petit salaire et en échange, Sarah, elle aime bien parler français, elle aime bien pratiquer son français, donc elle va pouvoir le pratiquer avec cet homme-là. Elle va l'appeler, vu qu'elle ne savent pas comment il s'appelle, elle va l'appeler Duke. Donc, Sarah et Duke vont vraiment développer une amitié très, très, très fusionnelle, vont développer des beaux liens ensemble et vont apprendre à se connaître et petit à petit essayer de faire retrouver la mémoire à Duke. Ils vont, il n'y a aucune référence que Duke comprend, ni même Duke ne connaît pas la Tour Eiffel, par exemple. Donc, il y a quand même quelque chose, un concept qui est assez général. Toutes les auteurs de livres que Sarah lit, il ne les connaît pas. Donc, on dirait vraiment qu'il vient carrément d'un autre monde. Ils vont décider, en fait, puisque les deux se retrouvent à travers le fait qu'ils parlent français, ils vont décider de se rendre à la Nouvelle-Orléans, donc un endroit des États-Unis où on parle français, et voir si ça peut peut-être leur donner des pistes d'où ils viennent. Peut-être qu'un des deux vient carrément de là, peut-être qu'ils connaissent des gens, peut-être qu'ils vont pouvoir trouver là, des indices. Nous, en tant que lecteurs, on sait qu'ils sont constamment suivis par des gens, par plusieurs personnes. Que ce soit au resto, il va y avoir un client qui les regarde du coin de l'œil. Que ce soit pendant leur voyage à la Nouvelle-Orléans, on sait qu'ils sont suivis, mais eux ne le savent pas. Et on ne sait pas, nous, en tant que lecteurs, qui sont ces gens-là, mais on sait qu'ils les traquent. Pendant leur voyage, en fait, ils vont se rendre compte que la main de Duke se met à s'illuminer et que cette main-là a comme des pouvoirs guérisseurs. Et quand Sarah va prendre la main de Joe, ils vont être capables en fait de communiquer par télépathie. Ils vont avoir des genres de visions qui se doutent que c'est des visions de leur passé, qui sont reliées d'une certaine manière, mais ils ne savent pas encore comment. Et le lendemain de leur découverte, donc quand ils vont avoir s'être pris la main puis avoir eu des visions communes et tout, le lendemain, ils vont se réveiller et tout est étrange. Ils reconnaissent aucun visage, que ce soit dans leur village. Il n'y a personne qui leur est familier. Les professeurs de Sarah, elle ne les connaît pas. Même le président n'est pas le même. Et on va en fait, à la toute fin, on va avoir un des hommes qui traquait Sarah et Duke. On va avoir un petit point de vue qui lui est attribué et on va entrer dans sa tête. Et en fait, il va nous dire qu'il a réussi sa mission. En fait, il va lire un journal et dans le journal, on nous annonce que les États-Unis ont annexé Cuba et qu'il a réussi sa mission et que la prochaine étape, c'est la menace atomique. Et le premier tome se termine là-dessus. Donc, on a vraiment cette espèce comme si un univers parallèle, c'était une brèche vers un univers parallèle, s'était ouverte. On comprend que Duke a des pouvoirs qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Il y a vraiment beaucoup de mystères à la fin du premier tome. Le suspense est extrêmement bien réussi. On a tout de suite envie de se plonger dans le deuxième tome pour comprendre. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là. Encore une fois, c'est pas nécessairement un livre qui est publié pour un public strictement adolescent. Le fait qu'il y ait un personnage adulte et un personnage adolescent, ça fait que c'est des livres qui sont absolument pertinents pour les plus vieux, même après le secondaire. Euh, mais qui reste là, dans ces thématiques totalement adaptées pardon, là, aux adolescents. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Mais si vous avez des amateurs de science-fiction ou de récits comme ça, d'univers parallèles, avec une petite dose là, de mystère, là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai été très intriguée par ma lecture. L'ambiance est très bien réussie là, par l'auteur. Moi, j'ai adoré ma lecture de Origine.
Et là, il me reste 3 minutes. Je vais juste vous mentionner très, très, très rapidement parce que là, je sais très bien que je m'en vais dans un autre univers complètement. Puis c'est vraiment pas, c'est pas le temps de l'année pour parler de ça, mais je voulais vous présenter chez Fides. Il y a une collection de romans de Noël qui sont publiés par Audrey Archambault, donc la même autrice que Elé Alix. Ce sont des romans jeunes adultes et ce sont des romances de Noël. J'en ai 2 sous la main, mais il y en a 3. Donc, j'ai Un Noël pour tout changer. Celui-là se passe à New York. On a notre personnage principal qui s'appelle Clara, qui va passer, en fait, qui s'achète un voyage organisé pour aller voir New York dans le temps des fêtes. Ça se passe pas pantoute comme prévu. Elle se ramasse à devoir, en fait, le voyage qu'elle a acheté, elle se rend compte que c'est une escroquerie. Et pour rembourser, elle doit là, travailler comme nounou à New York dans un riche immeuble, dans un riche quartier de la ville. Et l'autre que j'ai sous la main, c'est Aller simple pour Noël. Donc, cette fois-ci, c'est notre personnage, c'est Cristal. Cristal qui est une mannequin qui se rend à Paris pour célébrer les fêtes avec la famille de son amoureux. Elle a vraiment là, prévu là, un Noël féerique, un Noël parfait, mais finalement, il y a une tempête de neige qui fait en sorte qu'elle est coincée à l'aéroport de Montréal et qu'elle ne peut pas prendre son vol. Et il va y avoir une espèce de moment hors du temps qui se crée où tous les voyageurs sont coincés. C'est la veille de Noël, tout le monde, personne ne se connaît, mais tout le monde est un peu coincé à devoir passer la veille de Noël ensemble, puis il y a une espèce d'atmosphère hors du temps qui se crée où les gens s'entraident, où les gens vont faire des petites actions pour essayer de rendre ce moment-là un peu plus magique, un peu plus féerique. C'est une très belle histoire. Euh, qui fait du bien. Et l'autre que j'ai pas sous la main est dans la bibliographie, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Mais voilà, je voulais juste les mentionner parce que je sais que c'est vraiment pas le mood de lecture, si je peux dire, là, de ces temps-ci. Mais dans le temps des fêtes, c'est des belles lectures qui font du bien. Puis c'est du jeune adulte, donc c'est des romans. La romance, c'est pas au cœur du récit, donc c'est vraiment parallèle. Et c'est des romances qui sont tout à fait adaptées à un public adolescent euh, sans thématique là, qui pourrait déranger. Je vous remercie en fait de votre participation. Merci beaucoup. Merci, je vois les commentaires là, dans le chat. Merci Jonathan. Merci Marie-Josée. Je suis vraiment contente là, de vous avoir eu avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez fait des découvertes. Merci. Je vois tous les commentaires dans le chat. Et j'en profite en fait pour vous proposer en fait de nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir là, les dates d'inscription pour les prochaines journées pouces carrés. Donc, on a 2 autres journées pouces carrés qui sont prévues avant la fin de l'année scolaire pour le secondaire. La prochaine, elle est le 13 avril, donc lundi 13 avril, avec la même plage horaire. On va découvrir les éditions David et les éditions Zélé. Et il y en a aussi une autre le lundi 11 mai, où on va découvrir les éditions Boréal et les éditions Bayard. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous allez avoir les informations quand les périodes d'inscription vont être ouvertes. Mais voilà, donc si jamais ça vous tente de nous joindre à nous pour les 2 prochaines, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Ça va me faire plaisir de vous revoir.